Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci au studio Schmooze. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer et de partager avec toi ce moment autour du cancer du sein et ton travail. Moi aussi, écoute, je suis à ta disposition. Et on va partager tout ça avec les auditeurs qui vont nous écouter. J'ai déjà une première question à te poser parce que j'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours et nous dire pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour devenir kinésithérapeute. C'est déjà une longue histoire. En fait, j'étais très passionné par le sport et les métiers du sport. Et au départ, ma motivation était celle-là. Et puis, au fur et à mesure des études, j'ai rencontré des gens très passionnés par leur métier. J'ai été très marqué par un de mes enseignants qui travaillait en orthopédie et chirurgie infantile. Et il avait une main extraordinaire. Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là. Et la façon dont il touchait les enfants. Et j'ai été très marqué par ce stage. Par d'autres aussi. Et puis après, la vie a fait que je ne suis pas devenu kiné du sport tout de suite. J'ai d'abord travaillé dans une clinique chirurgicale à Lille, tout en ouvrant mon cabinet. Et dans cette clinique chirurgicale, on y pratiquait de la chirurgie générale, donc à la fois de l'orthopédie, mais aussi de la cancéro, de la gynéco, d'urologie, enfin voilà, toutes les spécialités qu'on peut avoir dans ce type de clinique. Et c'est là où j'ai découvert mes premières patientes atteintes d'un cancer du sein. D'accord. Et à l'époque, c'était surtout une rééducation donc post-opératoire, parce qu'en tant que clinique chirurgicale, et c'était surtout centré sur la prise en charge de l'épaule. D'accord. Donc voilà, et c'était une rééducation voilà très très immédiate. Par la suite, pour ce qui est du cancer du sein, quand je me suis installé, les prescriptions concernaient surtout du drainage lymphatique. Ah oui, ouais. Donc sur le gros bras. Et puis, voilà, les séquelles plutôt mécaniques au niveau de l'épaule en particulier. T'as commencé très jeune finalement, si tu me dis que tu étais... Oui, j'ai été diplômé après le service militaire, où là je me suis occupé de sportifs, c'est là où c'est très drôle, de sportifs de haut niveau. D'équipe de France de volley, de rugby, quelques autres sportifs individuels. D'accord. J'ai ouvert mon cabinet et très vite, voilà. Donc c'était surtout centré sur la kinésithérapie assez générale. Et puis au fur et à mesure de mon avancée professionnelle, je me suis spécialisé dans différentes techniques. Notamment les techniques tissulaires avec le LPG. Et à la fois dans les techniques sur l'esthétique et puis sur tout le travail cicatriciel. Oui, la cicatrice, ça prend une grande place dans ton travail, j'ai vu. Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mon activité, toutes les séquelles post-opératoires. Alors en particulier évidemment les séquelles du cancer du sein, mais aussi toutes les séquelles maxillofaciales. Où là aussi je trouve qu'il y a un très grand intérêt à travailler sur les tissus cicatriciels. Souvent c'est assez méconnu et assez délaissé, mais le visage, c'est ce que l'on voit en premier chez une personne, et lorsqu'il est marqué d'une cicatrice disgracieuse avec des conséquences qui peuvent être
des limitations au niveau des mouvements de la face, etc. C'est tout de suite très préjudiciable. Oui, tout à fait. Et donc le cancer du sein est arrivé... Alors je dirais que c'était une toile de fond, parce que j'avais régulièrement des patientes, mais je ne percevais pas le retentissement personnel que ça pouvait arriver. En fait, j'étais assez extérieur et simplement centré sur ma rééducation. Alors je dis toujours qu'on on soigne pas une épaule, mais on soigne une personne qui a un problème à une épaule ou une lésion. On soigne d'abord une personne, donc on entre en relation. Mais dans cette pathologie du cancer du sein, finalement, je suis resté quand même très extérieur. Alors, je pense qu'il y a une question de maturité par rapport aussi d'affronter le cancer, parce qu'on se renvoie à sa propre existence, à son propre, je vais pas dire ses propres croyances, mais un peu sa propre image que l'on peut projeter sur le cancer. Évidemment, c'est très très dérangeant de se projeter par rapport à ces maladies. Puis en même temps, je suis un homme, c'est une pathologie féminine, donc il y a une certaine pudeur, une certaine réserve, une certaine distance que l'on peut avoir ou que l'on peut garder pour se préserver finalement d'entrer véritablement dans le sujet. Le hasard a fait que j'ai pu faire un stage chez LPG spécifique sur le cancer du sein. On me l'a proposé et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et là, ça a été un vrai choc parce que la kiné qui animait ce stage était une fille incroyable, très passionnée. J'étais le seul confrère au milieu de consoeurs dans une pathologie pour femmes. Donc j'étais vraiment le petit canard, l'intrus en fait, dans un monde féminin. Et finalement, ça a été un vrai choc. Et le choc essentiel, c'est de comprendre que le cancer du sein, il remet en cause non seulement physiquement, il a un impact physique, mais il a un impact affectif, humain. Il touche la féminité complète de la femme, à la fois dans son image en tant que mère, à la fois en tant que femme, en tant que et ça bouscule complètement sa vie. Et c'est une aventure aussi qu'elle vit personnellement. Et je me suis rendu compte qu'avec tout mon bagage technique, j'avais plein de morceaux du puzzle et que finalement là, dans ce stage, j'ai pu assembler les morceaux, ce qui a permis que j'ai une prise en charge qui soit vraiment globale et pas seulement centrée sur ma technique, centrée sur une articulation ou un problème physiologique, mais une approche complètement globale de la personne. Comme si ces femmes t'avaient permis justement de t'approprier ce que tu pouvais faire exactement. En étant avec ça a révélé complètement... et je dirais que ça arrive à un moment de ma carrière professionnelle où j'avais besoin de retrouver un intérêt. Et en fait, depuis ce moment, donc j'ai soigné quand même maintenant beaucoup de patientes, à chaque fois, c'est une expérience différente. À chaque fois, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Et ça a vraiment relancé mon intérêt pour mon travail. Ah, c'est beau. On pourra remercier ces femmes. Exactement. Et si je te demandais de définir avec tes mots la douleur, c'est quoi pour toi la douleur ? La douleur, au-delà de la sensation physiologique, je dirais qu'elle est avant tout intime et personnelle. En fait, je dirais qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Je ne fais pas de hiérarchie dans la douleur. Elle est à la fois objective, mais elle est aussi subjective. Elle manifeste la souffrance, qu'elle soit physiologique ou psychologique. Voilà, ça nous renvoie à beaucoup d'humilité parce que parfois on se sent très démuni face à cette douleur. C'est important aussi qu'elle puisse s'exprimer. Qu'elle soit pas refoulée, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse être verbalisée. Et nous, on est là aussi pour aider à verbaliser. On est là pour traiter avec nos outils, avec nos techniques, mais aussi pour l'expliquer. Mais je pense que le plus important aussi, c'est que la personne puisse la verbaliser. Et tu pourrais nous parler un petit peu de tes rôles en tant que kinésithérapeute de ville dans la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein. Comment ça se passe ? Comment elles te sont adressées ? Elles viennent de l'hôpital ou
par quel biais tu rencontres ces femmes? Alors, il y a plusieurs biais. Le premier, souvent, c'est la prescription médicale du chirurgien en sortie d'opération, ou par le gynécologue, ou par le médecin généraliste, et aussi par le biais du réseau des kinés du sein, où là, les personnes sont invitées à se connecter au site internet. Ouais, génial, ça. Et elles remplissent un questionnaire et elles sont géolocalisées, et on leur propose un kinésithérapeute formé le plus près de chez elles. C'est le réseau cancer du sein. Voilà, kiné du sein, le réseau des kinés du sein. Des kinés du sein, voilà, le RKS, qui a été créé en 2020 pendant le confinement. Génial. Et qui aujourd'hui fédère à peu près 800 kinésithérapeutes formés en France. Wow. Et qui sont vraiment référencés pour ça. Exactement. Pour le cancer du sein. Alors ils sont volontaires, ils adhèrent à une charte de qualité. Super. Avec un certain nombre de prérequis demandés, à la fois en termes de formation, mais aussi d'engagement à une formation continue, d'engagement aussi en termes de prise en charge, de choses qui semblent tellement évidentes, mais d'une prise en charge individuelle, d'une prise en charge dans le temps, d'un véritable accompagnement de la patiente. Et puis aussi d'un échange multipraticien. C'est-à-dire aussi, je pense qu'on partage beaucoup sur nos difficultés par rapport à certains types de prises en charge. Les prises en charge sont très variées, les traitements très variés. Le cancer survient à des âges aussi très différents. Tout à fait. Et malheureusement de plus en plus jeunes. Donc nous sommes confrontés à des multiplicités de problèmes, et c'est très bien de pouvoir échanger ensemble. Le réseau aussi nous apporte un support entre consoeurs et confrères. Parfois dans un cabinet, on est seul à prendre en charge ce type de pathologie, cancer du sein, et on se retrouve parfois à des situations, confrontés à des situations personnelles qui sont très difficiles. Et c'est bien de pouvoir les partager avec d'autres confrères et consoeurs, de pouvoir se supporter mutuellement, parce que ça peut devenir très vite très difficile au niveau de l'empathie, au niveau du soutien qu'on peut apporter. Des fois même sans s'en rendre compte, en fait. Exactement. Donc ce réseau, il existe depuis 2020, on le trouve facilement sur Internet, les patients peuvent facilement aller, si elles cherchent un kiné, trouver une personne à proximité de chez elles. Et donc dans les patientes que tu as, est-ce que vous avez un relais avec quand elles sont adressées? Est-ce que toi tu parles de ton travail au professionnel qui t'a adressé cette patiente, ou ça reste vraiment Non, il y a aujourd'hui la tendance, et c'est vraiment un immense progrès, c'est que on est sur des prises en charge multipraticiens. Super. Et je pense que l'avenir est de plus en plus sur des réseaux de soins et des prises en charge qui sont de plus en plus intégrées. Et ce partage professionnel, il est essentiel. Est-ce que tu as des appréhensions, par exemple, récurrentes avec les patientes qui vont te dire les mêmes problématiques qui ressurgissent, les mêmes craintes quand tu les vois en consultation? Déjà, pour moi, c'est différent que pour mes consoeurs, puisqu'il faut déjà venir voir un kiné homme. C'est dans cette pathologie particulièrement. Bien souvent, les femmes que je soigne, je suis, après le chirurgien, les seuls à les toucher. Oui. Les seuls à regarder la cicatrice. Parfois, elles n'osent pas se regarder dans la glace. Elles n'osent pas toucher ces zones. Donc j'ai, une immense reconnaissance déjà qu'elles viennent jusqu'à moi. Donc j'en suis déjà très honoré. Donc déjà, je mesure tout le chemin qu'elles doivent parcourir pour arriver chez moi. Donc la première des choses, ma première séance, on parle. D'accord. On fait rien. J'exagère, on fait de l'administratif, mais on parle surtout. Parce qu'il faut qu'elle soit rassurée sur ce que l'on va faire. La plupart des soins sont des soins qui sont assez agressifs. Les traitements sont très agressifs. Finalement, ce qui est le paradoxe, c'est que les femmes, leur cancer ne leur a rien fait,
ne leur fait rien, mais qu'elles souffrent des conséquences des traitements. Oui, c'est vrai que souvent elles sentent pas, la boule est là, où il y a des symptômes. On le sent pas. Aujourd'hui, on les détecte tellement rapidement et tellement précocement, et tant mieux, mais le cancer n'a pas eu le temps de les toucher. Finalement, tout ce qui va être délétère pour elles, ce sont les effets des traitements. Donc on est dans ce paradoxe, et qu'il faut à la fois expliquer et à la fois rassurer. Et en même temps, du coup, notre prise en charge, c'est ça qui parfois les surprend, c'est que on va leur faire du bien. On va les soulager, on va les mobiliser, on va leur redonner confiance en elles-mêmes, réapprendre à vivre avec tout ce temps des différents traitements, parce qu'on les a à des étapes différentes, que ce soit du post-opératoire, la période de la radiothérapie, la période de la chimiothérapie. Notre but, c'est de les restaurer dans leur identité, dans leur plénitude physique, pour qu'elles reprennent la vie d'avant, entre guillemets, mais qui sera forcément avec un point de vue différent, parce qu'on a vécu cette aventure du cancer. Mais leur vie professionnelle, leur vie affective, leur vie sportive, leur vie de maman, et toute notre mission, c'est de les accompagner, et on va les accompagner sur un temps finalement assez long, et on va être leur interlocuteur privilégié. Donc ce temps du premier contact, de cette première rencontre, il est essentiel. Puis aussi pour poser la distance. Oui, entre la pratique et les échanges, l'alliance thérapeutique. Ouais, exactement. Et est-ce que depuis que tu travailles, parce que ça fait quand même un petit moment, tu as commencé à 21 ans, et c'est vraiment bravo, parce qu'on parlait tout à l'heure en début, en installant le matériel, de la pénurie des soignants, et puis de la charge de travail qu'on pouvait avoir, que ce soit dans le milieu hospitalier que tu as connu aussi, et quand on est en libéral. Et je me dis, depuis que tu travailles, est-ce que, au-delà de ces changements de pratiques professionnelles de santé, est-ce que toi, tu as observé un changement de prise en charge des patientes qui t'a marqué, ou comment tu as su t'adapter ? Finalement, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé, justement, en particulier sur des pathologies comme le cancer du sein, sur l'interdépendance, en fait, et la continuité du soin. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on est moins centré sur sa seule pratique, son seul exercice, et qu'aujourd'hui on a je pense qu'on doit encore beaucoup progresser là-dessus, sur cette continuité des soins, et qu'en fait chacun est le maillon d'un objectif commun, qui est cette restauration à la fois médicale, chirurgicale, et rééducative, psychologique de la patiente, dans un continuum entre l'annonce, le diagnostic, jusque la rémission et la reprise de sa vie, quoi, le plus normalement possible, en tout cas. C'est beau ce que tu dis. Je trouve, c'est vraiment ça, le continuum. Et est-ce que elles te parlent des thérapies complémentaires, alternatives des patientes facilement ? Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut être conscient que elles vont beaucoup sur les réseaux sociaux. On est dans cette génération-là. Et donc, il y a beaucoup de forums et d'informations. Ce qui est aussi important, ce que je voudrais souligner, c'est que finalement, le monde médical, paramédical, dans cette prise en charge du cancer du sein, il a été beaucoup poussé, beaucoup influencé et beaucoup stimulé par les femmes et les patientes elles-mêmes, qui ont constitué des réseaux. Il y a ce journal magnifique qui s'appelle Rose Up, Rose Magazine, et l'association Rose Up, des associations de patientes qui sont à la fois très militantes. Par exemple, là, dernièrement, elles ont beaucoup participé concernant les prêts bancaires, sur la résilience, etc. Elles se sont beaucoup investies sur ce type de combat, mais aussi pour les soins, pour la qualité des soins, beaucoup sur ces techniques complémentaires, par exemple, qui concernent la socio-esthétique, avec la dermopigmentation pour les mamelons, mais aussi les techniques alternatives,
de type homéopathique, de type, qui sont d'équipe médicale, mais qui sont parfois un peu controversées, sur les coupeurs de feu, etc. Et elles vont chercher ces réseaux. Ouais. Et il y a des très très belles initiatives comme la Maison Rose à Marc-en-Barœul, Mon Bonnet Rose, qui est au départ une initiative de patientes et qui ont créé un outil extraordinaire au service des femmes, qui est vraiment un lieu de ressources avec de multiples intervenants. C'est magnifique. Donc tout ça, ça nous interpelle en tant que praticiens. Et on va aussi conseiller à nos patients de participer, que ce soit Dragon Rose, ou des activités sportives, etc. Il y a tout un réseau, un maillage aujourd'hui qui est formidable et qui a été en fait à l'initiative des patientes elles-mêmes. Donc ça nous oblige, ça nous pousse beaucoup. Et je trouve ça très stimulant en fait. Ah, super. C'est un bon point de vue, je trouve. Et tu pourras nous montrer tout à l'heure justement un exercice que tu proposes aux patientes que tu rencontres. On essaiera de mettre ça dans une petite vidéo. Et j'aimerais te poser la question de savoir un petit peu comment ton rapport avec la femme a évolué depuis que tu travailles. Est-ce que ça t'a impacté ? Oui, beaucoup. Alors en fait... En dehors du travail, bien sûr. Oui, en dehors du travail. Je pense que ce qui a changé véritablement, je crois que première chose, on n'est pas là on vient pas faire ce type de rééducation par hasard. Alors là, ça touche à des choses très personnelles, mais je vais parler de quelque chose de très intime pour moi. Mon époux, nous avons 5 enfants et mon épouse a fait 2 fausses couches. Et en fait, communément, on va dire, vous avez déjà 3 enfants, c'est merveilleux. Et finalement, en tant qu'homme, on a cette résilience puisqu'on n'a pas porté l'enfant, on n'a pas senti tout ce que sent la femme. Oui. Et on repart comme avant. On repart, le travail reprend, la vie reprend, la famille, les autres enfants. Et je n'ai absolument pas mesuré la souffrance de mon épouse dans tout ce moment-là. Elle a essayé de me le dire, mais moi j'étais complètement pas imperturbable, mais insensible en fait. Je n'ai pas. T'avais pas le même degré de sensibilité. Il a fallu. Et après, nous avons eu la chance d'avoir 2 autres enfants. Et il a fallu presque 6 ou 7 ans pour qu'un jour je ressente et que je comprenne ce qu'elle avait souffert et combien pour elle c'était encore important et que c'était pas seulement 5 enfants qu'elle avait eu, c'était 7. Et en fait, je me suis dit que quand j'étais confronté à la pathologie du cancer du sein, je me suis dit aussi qu'en tant qu'homme, on pouvait très bien passer à travers. Souvent, les femmes me disent, je rentre de la clinique, mon mari était fantastique dans toute la période où il m'a accompagné, etc., pour les diagnostics, pour l'opération, etc. Et quand je suis rentré, devant la machine à laver, il y avait le bac de linge sale qui était plein. Wow. Et là, je me suis dit, t'es rentré, ta vie va reprendre comme avant. Pour eux, c'est ça. Mais en fait, ils n'ont pas compris que moi, ça continue. J'en ai encore pour plus. C'est pas fini. Et souvent, il y a ce découplage, en fait, au niveau de la perception des hommes, par rapport au temps. Psychologiquement, on est sur des... les femmes sont sur du temps long, nous, on est sur du temps court. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui traversent cette épreuve du cancer du sein de façon très difficile, et parfois ça détruit les couples. Alors certainement ils allaient peut-être pas très bien avant et que c'est un élément déclenchant, mais souvent en fait le problème c'est la communication dans le couple et la difficulté pour la femme d'exprimer tout ce qu'elle ressent et l'homme de le comprendre et de l'admettre. Et ça c'est très difficile. Alors en tant qu'homme, je peux parler de ça aux femmes. Alors, voilà, c'est un petit peu ma plus-value que je peux apporter de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est très important. Parce que le cancer, il touche la féminité et au plus profond de la femme. Et
en tant qu'homme, on a du mal à sentir ça, et puis on a envie que les choses reviennent comme avant, puis la personne est là, c'est très difficile en fait. C'est difficile de se positionner en fait. Et parfois, moi j'ai déjà eu aussi des situations inverses. Le mari était là, il voulait l'accompagner, il voulait être partout, et j'ai dû me mettre dehors de ma salle de soins. Pour vraiment créer une distance, qu'elle ait son espace. Voilà, parce que sinon elle était complètement étouffée. Ça, c'était vraiment à l'inverse. Mais on a toute situation. C'est beau. Merci pour ce partage, parce que effectivement, les accompagnements comme ça sont très particuliers, et de savoir qu'il y a des hommes qui sont derrière avec ce regard, et d'exprimer cette difficulté que vous avez comme tu l'as fait, je trouve ça hyper je pense qu'on est tous touchés par le cancer du sein, d'une façon ou d'une autre. Nos mamans, nos amis. Aujourd'hui, ma patiente que j'ai soignée la plus jeune avait 28 ans à l'annonce de son cancer du sein. Et lorsqu'elle était dans la salle d'attente, j'attendais une patiente qui avait cancer du sein, qui avait été opérée, je savais pas son âge, et je vois une jeune femme enceinte de 6 mois dans ma salle d'attente. Et je dis, ça doit pas être pour moi, c'est pour mon confrère. Et en fait, non, c'était ma patiente. Et donc opérée, et j'étais vraiment hyper mal à l'aise. Parce qu'évidemment, on se projette dans plein de choses. Et elle avait une patate fantastique. Et c'est elle qui m'a porté pendant toute la séance. Donc voilà, on apprend aussi, on reçoit énormément. Je pense c'est vrai qu'on donne beaucoup de nous-mêmes, mais on reçoit énormément. Et chaque patiente, c'est différent. Chaque patiente, c'est comme un accident, ça survient à des moments où on l'attend jamais. À des moments de vie totalement différents. Donc c'est ça aussi qui est très gratifiant, très intéressant. C'est vraiment très très fort. Enfin voilà. Et si je te dis canapé, Franck, ça te fait penser à quoi? Canapé, je sais pas. Je dirais, ça fait penser au psychiatre, mais ça fait penser aussi au match de foot que tu regardes, au bon film que tu regardes au fond d'un canapé. Et c'est un peu l'idée qu'on puisse écouter tout ce que tu as évoqué avec moi sur son canapé ou avec des amis, et partager pour qu'on puisse continuer à faire des relais autour de cette maladie. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Je t'en prie, avec plaisir. Et à bientôt pour la suite. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.